Et oui, sommes-nous préparés aux catastrophes naturelles? Question de fond qui résonne avec une émotion toute particulière, tout juste une semaine après le passage du cyclone Pam qui a inquiété la Calédonie, mais qui a surtout dévasté le Vanuatu. Mais que se serait-il passé si l'œil de Pam et ses vents de 350 km/h étaient passés sur la Calédonie, ses tribus et ses usines? Inondations, cyclones, sommes-nous en capacité d'éviter le pire? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre ce midi avec nos invités. Éric Backès, le directeur de la sécurité civile, bonjour. Bonjour. Cameron Diver, secrétaire général adjoint de la CPS, pour un éclairage et une expertise plus régionale. Bonjour. Bonjour. Roger Kerjouan, vous êtes le secrétaire général de la province Sud. Bonjour Angélique. Et Christophe Menkes, chercheur en climatologie à l'IRD. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Plusieurs études sont sorties ces dernières années avec finalement une conclusion assez largement partagée pour dire que le Pacifique était dorénavant la région du monde la plus vulnérable au changement climatique. Christophe Menkes, bien sûr, cette question s'adresse tout d'abord à vous. Comment cela peut-il se concrétiser en termes de risques pour la Calédonie ? Alors ça, c'est une question très compliquée parce que les risques ils sont multiples et variés. Donc si on parle de risques climatologiques, ce qu'on sait, ce qu'on prévoit, c'est une augmentation des événements extrêmes. Ça c'est probable, parce que c'est toujours exprimé en termes de probabilité. Spécifiquement en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas d'études axées vraiment sur la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des études régionales au niveau du Pacifique Sud. Donc les quelques études qui existent parlent d'augmentation des températures extrêmes, du nombre de jours les plus chauds, avec un allongement de la période chaude. Par exemple, des températures supérieures à 32 degrés qui vont augmenter de manière substantielle, mais on ne sait pas encore comment. En ce qui concerne les précipitations, il y a un certain nombre d'études, mais elles ne sont pas concluantes. On n'est pas capable de dire si ça va augmenter ou ça ne va pas augmenter, d'après les modèles du GIEC. Pour les cyclones, contrairement à ce que l'intuition peut laisser penser, les études montrent que les cyclones auraient tendance à diminuer en nombre et probablement, sans doute, augmenter en intensité. On a par exemple une étude qui circule, une étude d'un institut privé consacré à la sécurité et qui déclare, c'était il y a quelques semaines, Port Vila, la ville la plus vulnérable, la plus dangereuse finalement, en termes justement de risques naturels. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui peut être comme ça, j'allais dire, aussi identifié, aussi facile ? L'archipel du Vanuatu, en fait, est à la conjonction d'un certain nombre de phénomènes naturels. Il y a un arc volcanique, donc ça, ce sont des risques naturels, donc pas liés particulièrement au climat. On est pas loin des failles principales du Pacifique, donc il y a des risques de tsunami, donc c'est un deuxième risque important naturel, et aussi son cœur de la zone où se forment les cyclones et où descendent les cyclones. Donc ça fait un troisième risque naturel. Donc c'est sûr que c'est l'archipel du Vanuatu est au cœur d'une zone à risque. Ça, c'est très clair. Maintenant, la relation entre ces risques, dont la plupart sont naturels, et le climat, ça c'est une question qui se pose, c'est une question qui est débattue, qui n'est pas tranchée. Éric Backès, est-ce qu'on a en Calédonie une idée assez précise finalement de la hiérarchie des risques auxquels on est le plus confronté ? Alors cette question est un peu particulière. Il n'y a pas de risque supérieur à d'autres. C'est surtout en termes de conséquences qu'il faut réfléchir. Entre un petit cyclone et un gros séisme, il n'y a pas de hiérarchisation au niveau de la catégorie ou de la famille du risque. Comme le Vanuatu, dans la mesure où la Calédonie est très proche de cet archipel, la Calédonie est soumise, on va dire, au même contexte et au même risque. Cyclonique, on l'a dit, tsunami également, et puis sismique. Donc rien ne doit être écarté en Nouvelle-Calédonie. Alors question fiction, on imagine que beaucoup de Calédoniens se la sont posés. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'auraient pu être les dégâts en Calédonie si, je le disais en introduction, Pam avait décidé de poser son œil sur nous avec, je le rappelle, des vents de 350 km/h en moyenne. Pour nos auditeurs, Erika, c'était catégorie 4, et on était sur du 215-230. Éric Backès. Alors, il est probable, au regard quand même des infrastructures qui sont présentes
en Nouvelle-Calédonie. Tout dépend en fait du passage. On a bien vu qu'à 50-100 km près, les conséquences sont radicalement différentes. PAM est passé à 150 km à l'est de Maré. Les dégâts n'ont pas été négligeables sur Maré. Pour autant, on n'est pas dans un niveau de dégâts ou de catastrophe qu'a connu visiblement Tana ou le Vanuatu. Donc, en termes d'infrastructure maintenant, visiblement la Nouvelle-Calédonie est bien dotée en infrastructures maçonnées, en maisons en dur, etc. Donc, elles sont bien évidemment plus propices à encaisser le choc de vents violents. En ce qui concerne les habitats traditionnels ou les habitats précaires, on pourrait être effectivement dans le même type de dégâts ou de bilan que ce qui s'est passé sur le Vanuatu. Une problématique, on va dire, humaine post-cyclone. Roger Kerjouan, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la province Sud. Est-ce que cette question, finalement, elle a traversé aussi les responsables de la collectivité, j'allais dire, dans la foulée de ce cyclone PAM et des premières images qu'on a pu voir du Vanuatu? Oui, effectivement, je pense que c'est une très bonne question à se poser. Comment aurait réagi la Calédonie? Qu'est-ce qui se serait passé si on avait été directement exposé à la trajectoire de ce cyclone très important? C'est une question importante à se poser parce que en matière de risque, on s'améliore en tirant les enseignements des expériences qu'on a vécues soi-même ou que les voisins ont pu subir. Donc il faut effectivement se poser tout un ensemble de questions et regarder si nos normes sont adéquates, si nos procédures de sécurité sont adaptées. Il faut effectivement se poser ce genre de questions. Alors justement, on y vient. Dans cette prise en compte du risque qu'on dit majeur, et là en l'occurrence plus précisément du risque naturel, il y a bien sûr la prévention avec une première approche qui sont les procédures. Comment on anticipe ce qui peut se passer, comment on essaye d'être moins vulnérable. Éric Backès, aujourd'hui, est-ce que d'après vous, les procédures calédoniennes sont finalement adaptées aux risques qu'on a déjà identifiés ? Alors d'abord, une petite donnée générale ou une petite information générale, c'est que la sécurité civile, c'est avant tout l'affaire de tous, effectivement, et la prévention appartient à tout le monde. Et effectivement, il y a des procédures, ou des documents de prévention qui sont établis par la direction de la sécurité civile. Il y en a un en particulier qui est en cours de finalisation, qui est le document sur les risques majeurs, qui permettra, il doit sortir en début d'année. De communiquer à l'ensemble des administrés, des acteurs, des collectivités, on va dire une photographie, une image des risques qui sont présents en Nouvelle-Calédonie et qui peuvent impacter les communes, les riverains, etc. C'est une avancée du transfert de la compétence sécurité civile ou j'allais dire, finalement, on se dit ça n'existe pas encore. C'est un petit peu... c'est un document qui existe depuis longtemps en métropole. C'est un document qui devrait exister en Nouvelle-Calédonie, qui existera bientôt en Nouvelle-Calédonie et qui permettra surtout aux communes de le décliner dans des documents qui s'appellent les DICRIM. Donc c'est des documents de déclinaison de ce document des risques majeurs qui permettent aux communes d'informer les populations sur les risques qu'elles encourent et on va dire d'adopter des mesures réflexes ou préventives adéquates. Alors justement, on se focalise souvent, et on y reviendra parce que c'est bien évidemment important, sur nos usines, sur nos infrastructures qui peuvent être potentiellement dangereuses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les communes aujourd'hui, et peut-être Roger Kerjouan, les communes par exemple de la province Sud, n'ont pas une réelle notion, le maire n'a pas une réelle idée du risque qui court sur son territoire ? Je ne pense pas qu'on puisse généraliser. C'est-à-dire que, effectivement, on peut toujours améliorer les documents de façon à se préparer à des situations de crise. Néanmoins, on ne part pas de zéro. Toutes les communes sont effectivement dotées de plans communaux de sauvegarde. Ils ont une réflexion, ils connaissent leur territoire. Le but de ce travail, c'est d'améliorer et d'asseoir la réflexion et les décisions sur des bases plus réfléchies, plus scientifiques, plus documentées, mais ça n'est qu'une amélioration. On ne part pas de zéro, on est quand même dans une situation qui est déjà bonne. Cameron Diver, donc la Calédonie, on vient de le rappeler, est sur une norme, on va dire, européenne et donc qui plus est française. Comment les autres petits pays, on le sait, avec tous une fragilité parfois très particulière, sont préparés justement à ce risque quasi permanent ?
La plupart des pays insulaires membres de la CPS ont au sein de leur administration un bureau national de la gestion des catastrophes naturelles. Et c'est la responsabilité de ce bureau-là de travailler de la même manière que la sécurité civile et d'autres partenaires le font en Nouvelle-Calédonie, à la sensibilisation de la population, à la mise en place de plans de sauvegarde et à des perspectives de prise en compte des conséquences de catastrophes naturelles lorsque cela a lieu sur le territoire du pays concerné. Maintenant, en termes de normes, souvent cette démarche nationale est informée par un certain nombre de partenaires internationaux qui viennent en aide à ces pays-là lorsqu'ils n'ont pas la capacité en interne pour mettre en place leurs plans eux-mêmes et lorsqu'ils ont besoin d'une expertise extérieure. C'est en partie ce que fait la CPS dans son travail de réduction des risques de catastrophes naturelles. On met à disposition des pays-là notre expertise pour les aider à décliner leurs plans, à faire les analyses préalables de risques, que ce soit le risque de tsunami, le risque de tremblement de terre, des risques liés à des événements extrêmes comme l'ont vécu le Vanuatu, Tuvalu, Kiribati et les îles Salomon récemment. Et tout cela, toutes ces données-là doivent informer les décideurs publics lorsqu'ils prennent leurs décisions en interne en tant que gouvernement souverain sur les mesures à prendre pour permettre à la fois aux infrastructures et aux populations d'être autant que faire se peut, à l'abri de ce type d'événement. Mais est-ce que, j'allais dire, sans aucun cynisme, mais est-ce que là, dans la catastrophe, le drame que viennent de vivre les États que vous avez cités, est-ce que finalement, on voit que ça marche? Est-ce que cette résilience, comme on dit, des populations, cette conscience des populations a fonctionné? Je pense que cela fonctionne. Il y a, bien évidemment, sans même l'intervention d'organisations internationales, il y a des réflexes quasiment depuis la nuit du temps qui fonctionne. On a des récits plutôt de manière anecdotale sur les gens qui se réfugient dans les grottes et dans les cavernes lorsqu'arrive le cyclone. Des personnes qui disent, je me demande si ceux qui vivent maintenant en ville auront ces mêmes réflexes parce que nous, dans les villages, on le fait. En ville, ils ne savent plus où aller. Donc, il y a ce genre de choses qu'il faut prendre en compte, des changements de contexte et de culture avec le temps. Mais on a aussi une réalité qui est une réalité très dure et qui est de dire, quel que soit le niveau et la qualité de la préparation, quand on vit sur une petite île éloignée de Tuvalu qui est à 50 cm au-dessus du niveau de la mer, on n'a nulle part où aller lorsqu'arrive un cyclone ou un raz-de-marée. C'est la réalité. Revenons à la Calédonie. Est-ce qu'on a identifié des régions, j'allais dire plus vulnérables, puisque finalement, qui réagiraient moins bien au risque? Je pense notamment parce que c'est une actualité à Thio. On a vu les images régulièrement avec des inondations et des populations qui se retrouvent plus que les pieds dans l'eau. Roger Kerjon, est-ce que la province sud a, en termes d'aménagement du territoire, des zones plus fragiles? Oui, effectivement, vous citez Thio tout à fait à raison, puisque c'est une commune qui, sur les 2 dernières années, a subi des crues extrêmement importantes. On a une crue vingtenale et 2 crues décennales en 3 années seulement, ce qui est tout à fait atypique, et qui pose beaucoup de problèmes aux populations et qui nécessite une intervention conséquente de la part des collectivités, de la part de la mairie, de la part de la Nouvelle-Calédonie, de la part de la province. Souvenez-vous, il y a 2 ans, lors de l'inondation qui avait coupé la route provinciale, il avait fallu intervenir de façon extrêmement musclée, rapide, pour pouvoir rétablir la circulation alors que les ouvrages étaient effondrés. Donc c'est une réalité sur Thio. Elle s'est encore manifesté il y a 10 jours avec des tribus qui à nouveau ont été isolées du reste de la population avec des radiers inondés et détruits. Alors qu'est-ce qu'on fait là, en l'occurrence, parce qu'on voit, et là c'est plus la sécurité civile, c'est-à-dire l'intervention d'urgence, mais quand on sait qu'il y a une récurrence de ces phénomènes et de cette vulnérabilité, encore une fois, comment en amont on arrive finalement à désamorcer
ces phénomènes? Alors, on a la problématique inondation, c'est une problématique dans laquelle l'ensemble des acteurs doivent être autour de la table parce que chacun a à sa portée un moyen d'action qui peut permettre de diminuer l'exposition des populations au risque. Le maire a en charge l'urbanisme et donc il s'agit de ne pas construire des endroits qui sont exposés au risque et le maire prend ses décisions en fonction de documents d'urbanisme qui sont élaborés en intégrant des études d'inondation qui sont faites par la province. Donc il y a tout à fait en amont la problématique d'éviter de se placer dans des situations qui sont dangereuses. Et en aval, une fois que le mal est fait, une fois que les constructions sont en zone inondable, il faut effectivement intervenir pour diminuer la vulnérabilité des constructions, soit en agissant sur le cours d'eau lui-même, en le canalisant, en le gérant de façon à ce qu'il ne déborde pas, ce qui est extrêmement problématique vu l'intensité de ces événements. On peut également construire des digues de façon à canaliser le flux. Mais assez souvent, il faut se rendre à l'évidence, c'est que les inondations seront récurrentes et qu'il faut envisager un déménagement des habitations et des activités. Ce sont ce type de questions qu'on se pose et qui valent d'ailleurs que le président de la province Sud est aujourd'hui même sur le terrain pour présenter les études qui ont été faites en coordination avec plusieurs acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon et en lien avec la population et le collectif qui s'est monté à Thio sur la problématique de l'inondation. Christophe Menkes, M. Kerjouan disait à l'instant qu'il y aura de plus en plus de phénomènes de type inondation. Est-ce que scientifiquement, j'allais dire, c'est aussi une réalité pour vous? Je ne sais pas si c'est ça que disait M. Kerjouan, mais on ne sait pas le dire à l'heure actuelle. On ne sait pas... dans certaines parties du monde, dans l'hémisphère nord en particulier, on a suffisamment de données pour dire que les événements extrêmes précipitants se sont accrus. Et pourquoi on n'a pas assez de données dans le Pacifique? Déjà, la force de travail du monde de la recherche et des observations est très, très inférieure dans le Pacifique. Si on prend la Calédonie, la force de recherche et d'observation, en particulier l'hydrologie, puisqu'on en parlait, a décru dans le temps de manière complètement dramatique. Donc, si on s'intéresse au bilan d'eau, aux inondations, il va falloir la recréer. Alors qu'on serait identifié comme l'une des régions les plus vulnérables. C'est une région vulnérable parce que nous sommes un chapelet d'îles au milieu d'une immensité océanique et des îles souvent pauvres. Mais il y a énormément d'autres régions vulnérables. Le bassin indien en particulier est aussi extrêmement vulnérable. Je ne suis pas sûr qu'on ait raison de dire l'une des régions les plus vulnérables. Il y a beaucoup de régions tropicales vulnérables. Et donc pour l'augmentation des événements extrêmes, en Nouvelle-Calédonie, à ma connaissance, on n'est pas capable de dire si... les précipitations ou les événements précipitants vont s'accroître ou pas. Ça, on ne sait pas. Éric Baquès, sur cette question fondamentale des erreurs d'aménagement du territoire, est-ce on parlait de Thio à l'instant, est-ce qu'il y a d'autres tribus, voire communes, qui pour vous sont préoccupantes ou en tout cas il faudrait agir en amont sur cette question? Oui, peut-être apporter un petit complément à l'idée précédente, c'est-à-dire que l'inondation, c'est à la fois une question effectivement de pluie, de précipitation, mais c'est surtout aussi une condition, le réceptacle, c'est-à-dire le territoire, comment il est aménagé, et puis comment sont organisés les exutoires entre guillemets de rivières. Donc c'est pas forcément qu'une histoire de précipitation sur les inondations. Sur la province sud, moi je vois une commune qui est particulièrement exposée aussi. C'est pas forcément que du risque naturel, mais c'est la commune de Yaté qui cumule, on va dire, un certain nombre d'inconvénients sur sa commune. Celle de disposer d'infrastructures de type barrage, avec, on va dire, des plans particuliers d'intervention qui sont associés. La présence d'un industriel quand même majeur. Et puis, c'est une commune qui est, comme toutes les autres communes, exposée au risque sismique, au risque cyclonique, au risque de tsunami. Donc je pense que Yaté, c'est une zone importante pour nous de vigilance. Est-ce que justement dans la tradition d'occupation cette fois du territoire en Calédonie, cette notion de risque est suffisamment prise en compte, Roger Kerjouan?
On hérite effectivement d'un passé dans lequel des aménagements se sont construits à des endroits qui n'étaient pas les meilleurs. Thio en est effectivement un bon exemple. On aurait aujourd'hui à décider à partir de rien d'aménager le centre-ville de Thio. On construirait probablement pas la chose de la même manière. Donc il faut effectivement appréhender cette problématique le plus en amont possible. C'est quand même la stratégie la plus efficace. D'où d'ailleurs les plans de prévention des inondations et les études que je citais tout à l'heure pour les intégrer dans les documents d'urbanisme. Est-ce qu'il y a une façon de construire ? On parlait par exemple du barrage de Yaté. Est-ce que le barrage de Yaté, une rupture de ce barrage, c'est un risque réel aujourd'hui que vous prenez en compte, Éric Baquès, à la sécurité civile ? Alors, il est pris bien évidemment en compte. Est-ce que c'est un risque réel ? C'est un risque. Maintenant, est-ce que la probabilité que ce risque arrive, ça c'est une autre question. Hein. Les choses sont suffisamment maîtrisées pour que ce risque soit un risque à faible occurrence. Pour autant, c'est un risque qui est pris en considération par le gestionnaire et puis par les collectivités et la sécurité civile, bien sûr. Alors, 3 usines en Calédonie, on le répétera jamais assez. On ne va pas parler aujourd'hui du risque industriel propre à chacune d'elles, mais bien de leur capacité finalement à répondre à un événement climatique extrême. Prenons par exemple la SLN. Éric Baquès, je me tourne à nouveau vers vous. Il y a 2 ans, en 2013, un incendie relativement mineur finalement, mais qui a, semble-t-il, révélé au moins des lacunes dans le plan d'intervention de la SLN. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur une régularisation au moins de cette procédure ? Comme le disait très très justement donc le secrétaire général de la province Sud, Roger Kerjouan, on apprend régulièrement, systématiquement des épisodes passés et en matière de sécurité civile, c'est une doctrine qui est fondamentale, c'est d'être dans un processus d'amélioration continue. Et effectivement, ce qui s'est passé à la SLN a bien évidemment été pris en compte par leur dispositif interne de manière à ce que ces choses ne se reproduisent plus. Question, très basique. Est-ce qu'on sait comment un four de la SLN aujourd'hui réagit à des rafales de vent de 300, 400 km/h ? Alors, allez-y. Roger Kerjouan. Rappelons que la province Sud a donc ce rôle de contrôle sur les installations. Le contrôle ICPE. des installations industrielles est fait par la province Sud sur son territoire à travers le Code de l'environnement et l'ensemble des règles qui régissent ces activités. Alors, on hérite en Calédonie d'un dispositif qui est parmi les plus exigeants au monde, qui est un dispositif européen, qui est fondamentalement basé sur ce retour d'expérience que citait Éric Baquès. Les usines aujourd'hui sont construites sur la base d'un ensemble de normes qui tiennent compte de tout ce que l'on sait qui s'est passé à travers le monde en matière d'incidents industriels ou d'exposition à un certain nombre d'événements extérieurs du type vent, neige, pluie et ce genre de choses. Et donc on a la chance en Calédonie d'avoir une bonne connaissance, une bonne maîtrise de l'ingénierie nécessaire pour pouvoir réaliser ce type d'ouvrage. Et donc tout ça est effectivement pris en compte. Alors les fours de la SLN, systématiquement, donc, ces industries, la province demande qu'on soit mis à jour régulièrement des études de danger sur l'ensemble de ces industries, de façon à ce que l'ensemble des événements qui peuvent arriver sur site soient analysés et que des dispositions préventives soient prises. Et de ce point de vue-là, le risque de passage d'un cyclone fait partie des éléments qui sont pris en compte dans le dimensionnement de l'ensemble des usines. J'imagine bien sûr qu'il y a la même attention apportée à l'usine du Sud, avec, on l'a vu, dans sa conception, des fragilités, notamment sur les colonnes. Est-ce que on a quand même il y a des normes et puis il y a aussi une responsabilité presque politique devant les populations. Est-ce qu'après un événement comme ça, il peut y avoir une nouvelle remise en cause ?
Parlons bien de l'exposition au risque naturel. Donc effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ouvrages sont calculés en fonction de cette exposition au risque. Là, vous citez un événement qui a eu lieu, qui montre qu'il y a eu une erreur de dimensionnement de la part de l'industriel. Il en a eu effectivement, il en a été sanctionné et il l'a intégré dans ses procédures d'amélioration permanente de la qualité. Donc on est dans cette démarche d'améliorer les choses en permanence. En ce qui concerne l'exposition au risque naturel, non seulement les ouvrages sont calculés en amont vis-à-vis de tout ce qui peut leur arriver, mais en sus, considérant qu'une usine complexe comme celle-là a besoin d'un personnel minimal pour pouvoir fonctionner, que au moment où passe le cyclone, tous les salariés sont à l'abri chez eux, etc. Il y a des opérations systématiques de mise en veille de l'ensemble des installations sensibles à l'approche d'un cyclone. Donc systématiquement, quand un cyclone est à l'approche, nous sommes prévenus par la sécurité civile et nous prévenons à leur tour l'ensemble des industriels pour déclencher les plans qui ont été établis à l'avance pour mettre en sécurité l'ensemble des installations. Est-ce que vous estimez les uns les autres, et la question est bien sûr valable plus largement pour le Pacifique, qu'aujourd'hui, ici, on a le courage d'investir, j'allais dire, pour la prévention d'un risque qui est finalement très faible en termes de probabilité, mais qui est potentiellement dramatique, sachant que, a priori, tous les budgets sont plutôt en mode restreint ces temps-ci. Est-ce que cette conscience politique de long terme, au sens large du terme, est réelle aujourd'hui? Cameron Diver. Plus largement dans le Pacifique, je pense que la volonté est là. Malheureusement, un certain nombre de ces pays n'ont pas nécessairement les moyens de rendre cette volonté concrète. Tout dépend du niveau de soutien qu'ils reçoivent de bailleurs de fonds extérieurs pour faire en sorte que leurs infrastructures soient aux normes s'agissant de la possibilité de résister plutôt bien aux événements météorologiques extrêmes. Mais j'aimerais souligner le fait qu'on parle du Pacifique, mais on a des grands pays limitrophes qui sont tout aussi vulnérables en fonction du type d'événement. Vous avez vu la vulnérabilité d'une ville moderne dans un pays moderne comme Christchurch en Nouvelle-Zélande à des séismes. Vous avez vu ce qui s'est passé à Fukushima au Japon. Là, on ne peut mettre en question la volonté et la capacité de ces pays à investir dans ce domaine-là. Et malgré tout cela, et malgré la préparation, ils sont frappés directement par un événement extrême et les conséquences sont dramatiques. Donc parfois, ce n'est pas nécessairement une question du niveau de préparation ou de la volonté, c'est une question d'être malheureusement au mauvais endroit au moment où frappe l'événement, et on doit simplement être prêt à gérer aussi efficacement que possible les conséquences qui en découlent. Alors justement, Éric Backes, la gestion des conséquences, vous êtes aujourd'hui au cœur de l'action pour aider le Vanuatu. Qu'en serait-il si on devait être au cœur de l'action finalement pour essuyer les plâtres en Calédonie? Très concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, dans le dispositif qui est en place, on a vu une efficacité certaine après le passage de Ola, qui était relativement faible? Est-ce que dans un cyclone un peu plus important, on a aujourd'hui des lacunes identifiées pour intervenir efficacement? Des lacunes probablement. On peut pas, il ne faut pas être présomptueux et puis penser qu'on est... Des impératifs, soyons clairs. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une Croix-Rouge quelque part? Alors oui. D'abord, je voudrais quand même rassurer vos auditeurs. La Calédonie est bien structurée. Elle dispose maintenant dans la plupart des communes ou dans le cadre de regroupements intercommunaux de centres de secours. Il y a 22 centres de secours en Nouvelle-Calédonie qui regroupent 600 pompiers, des moyens, qui offrent finalement une capacité de réponse sur le terrain qui est quasiment immédiate, très réactive, et puis qui est tout à fait suffisante, en tout cas pour la gestion du risque courant. La Nouvelle-Calédonie est en train de s'équiper aussi dans une logique de courbe, de montée en puissance des renforts, pouvoir soutenir les moyens communaux ou intervenir sur des situations un peu particulières. Et on est dans un schéma d'imbrication
aussi, avec des moyens qui peuvent être appelés au niveau local, des moyens de l'État par l'intermédiaire des forces armées de Nouvelle-Calédonie ou des moyens de l'État disponibles, des moyens de l'État national, et puis les accords France, sous la responsabilité bien évidemment de l'État, qui permettent de mobiliser aussi les moyens de nos voisins néo-zélandais et australiens. On est dans une logique de montée en puissance des moyens. C'est déraisonnable de prévoir trop. C'est pas non plus raisonnable de prévoir pas assez. Il faut un juste milieu. Est-ce qu'il y a dans tout ça, malgré tout, vous qui êtes directeur de la sécurité civile, un scénario noir, un scénario qui vous inquiète, que vous redoutez, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ça poserait problème? Des scénarios noirs, effectivement, il y en a. Effectivement, un tsunami transocéanique majeur qui viendrait frapper, on va dire, les îles Loyauté et l'ensemble et la corne sud de la Nouvelle-Calédonie, ça serait quelque chose de compliqué à gérer pour nous. Maintenant, il y a un risque, justement, enfin, je veux dire, dans les différents types d'événements extrêmes, il y en a un que la Calédonie serait moins bien géré parce que peut-être juste psychologiquement les habitants seraient eux-mêmes moins bien préparés? Je crois qu'en termes de risques majeurs, les conséquences sont toujours les mêmes, malheureusement. Et c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la résilience des populations. Je crois qu'il faut le souligner. On a des populations en Calédonie qui sont accoutumées, entre guillemets, à la vie dure et qui sont capables d'encaisser des chocs importants. On le voyait sur Thio quand on a été approvisionné des tribus isolées en eau. Les populations, elles se sont organisées rapidement, alors avec les moyens du bord, et puis elles faisaient contre mauvaise fortune bon cœur, entre guillemets. Mais on a une population qui est résiliente et qui est capable d'encaisser les chocs. Et je crois que ça, c'est important, au-delà des moyens, surtout d'avoir une population qui est capable effectivement de faire face à une situation. Cameron Iver, qu'est-ce que la Calédonie pourrait apprendre en termes justement de partage d'expérience de ses voisins du Pacifique sur cette notion peut-être aussi de réaction, de réactivité? Écoutez, je pense que c'est une question plutôt de partage d'expérience plutôt que d'un apprentissage dans un seul sens pour la Nouvelle-Calédonie. La Calédonie participe déjà aux discussions des réseaux de personnes et d'organismes responsables de la gestion des catastrophes naturelles et des conséquences de ces événements dans la région Pacifique, que ce soit au sein d'ateliers ou de formations organisées par la CPS ou ailleurs. On voit que la Nouvelle-Calédonie a une capacité qui est supérieure à beaucoup des pays insulaires du Pacifique. Et sur ce plan-là, on voit que la Nouvelle-Calédonie peut déployer des forces et de l'expertise, comme c'est le cas actuellement au Vanuatu, pour aider un effort de reconstruction, pour aider dans l'analyse des besoins et donc pour venir au secours des populations voisines. La Nouvelle-Calédonie peut bien évidemment aussi, dans cette démarche d'apprentissage continu qu'a souligné Eric Backes, apprendre des erreurs, des écueils et des réussites dans d'autres pays lorsque ces pays-là sont malheureusement frappés par des événements comme le cyclone Pam, pour améliorer les dispositifs sur place, pour voir comment mieux sensibiliser en amont les populations au risque et aussi comment mieux coordonner l'action une fois qu'un événement a eu lieu, parce que ce que l'on voit actuellement et ce qui est malheureusement souvent le constat, c'est qu'après un événement, il y a du monde qui afflue pour aider et ce qui manque, c'est la coordination pour que cette aide soit particulièrement efficace, qu'il n'y ait pas des doublons et que, au-delà de dire je suis sur place, je suis en train d'aider et donc j'ai l'attention médiatique du monde sur moi et mon organisme, on peut dire je suis en place, je suis en train d'aider et c'est réellement efficace pour les populations parce que c'est ça le plus important. Vous seriez en train de nous dire, Cameron Iver, qu'il y a une concurrence des ONG aujourd'hui
en place? Écoutez, je pense que le président et les autorités du Vanuatu ont été assez clairs là-dessus. Il n'y a pas nécessairement une question de concurrence, il y a une question de nécessaire coordination. Je suis à milieu de penser qu'il y a des organismes sur place au Vanuatu qui y vont simplement pour pouvoir s'attirer des fonds et de l'attention médiatique. Ce qui est en revanche extrêmement important, c'est de se coordonner avec les autorités nationales et les agences comme le Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'aide humanitaire, dont c'est la responsabilité et le métier à 100% de coordonner ce type d'action. Et c'est là où on voit l'efficacité d'une approche intégrée, où chaque partenaire a sa place, là où sa valeur ajoutée est évidente. Roger Kerjouan, sur cette notion, on l'a compris, fondamentale de prise de conscience, en amont tous les jours, que chaque habitant, chaque citoyen est lui-même acteur de la sécurité civile. La province sud est finalement la collectivité au plus près des populations, avec les communes. Est-ce que là, il y a quelque chose à faire, une initiative à prendre ? Oui, effectivement, il y a une conscience des risques chez les Calédoniens. Par contre, des comportements imprudents, on continue à en voir beaucoup. Je pense même notamment, c'est ce que vivent assez souvent nos équipes d'intervention, quand il faut effectivement intervenir pour dégager une route après un éboulement ou mettre un barrage parce que la route est inondée. Il y a toujours un ensemble de curieux qui sont venus voir des événements exceptionnels et qui parfois arrivent peut-être un peu trop vite et gênent l'intervention des forces de l'ordre. Ça, quand c'est que de la gêne, encore, c'est pas très grave, mais parfois on voit des personnes effectivement qui s'exposent elles-mêmes au risque. Et je pense que ça fait partie des enseignements à tirer de PAM. Il faut que non seulement nous on se pose la question de savoir comment on se serait organisé face à un cyclone aussi puissant, mais je pense qu'il faut que cette question-là, tout le monde se la pose. Est-ce que effectivement, je pense notamment aux populations qui sont dans des habitations précaires, je pense notamment aux squats, il est effectivement important que les gens aient conscience que toutes les habitations ne sont pas capables de résister à ce type d'événements et que les collectivités de proximité, les communes notamment, mettent en place systématiquement des hébergements d'urgence. Et il faut savoir accepter de partir dans ce type d'hébergement avant de se mettre en situation de danger. Est-ce qu'on a la campagne, notamment parce que le système d'alerte avait changé, mais la campagne récurrente en période cyclonique de la sécurité civile, du gouvernement, sur justement ce système d'alerte et pouvoir se l'approprier, est-ce qu'il ne faudrait pas accompagner aussi d'une campagne un peu plus en profondeur, justement sur les bons gestes, les bonnes actions, Éric Backès ? Oui, alors sur on parle de la campagne d'alerte cyclonique. Le cyclone, je dirais que c'est un risque particulier, mais qui est particulièrement aussi bien connu de la part des Calédoniens. Donc il y a une certaine habitude. Alors cette habitude, elle peut être génératrice aussi d'un petit peu de déviance de temps en temps. Donc moi, ce que je voulais dire sur le système d'alerte, c'est qu'il y a 4 stades d'alerte. Ce qui me semble important, c'est de dire à vos auditeurs, je profite de l'antenne pour passer un message. Vous êtes là pour ça. C'est qu'il n'y a pas des stades d'alerte plus sérieux que d'autres. Les Calédoniens, comme ils connaissent bien le phénomène cyclonique, ont tendance un petit peu à négliger les consignes ou instructions de la préalerte et considérer la phase de sauvegarde comme un blanc-seing pour aller voir ce qui se passe une fois que le cyclone est passé. En fait, sur chacune de ces phases d'alerte, de ces stades d'alerte, pèsent des consignes, des instructions qui sont opposables aux administrés et qui, on va dire, sont censées les protéger avant tout, mais peuvent être un peu contraignantes en matière d'activité de loisirs, en matière de déplacement ou de choses comme ça. Alors, traditionnellement, on a toujours tendance à considérer l'alerte 1 parce que c'est la fermeture des écoles et la cessation progressive des activités économiques, et l'alerte 2 parce que c'est le confinement à la maison. Pour autant, c'est pas parce que l'alerte 2 est levée, par exemple, que il faut se précipiter sur les baies pour aller voir ce qui se passe. C'est un petit peu ce que disait le secrétaire général de la province sud. Et puis c'est pas parce qu'on est en préalerte que le tout danger est écarté et que il faut que on prenne des risques, qu'on s'engage dans des activités de pleine nature,
nature, des choses comme ça. En préalerte sur le dernier, sur le dernier événement, donc le cyclone Pam, on a quand même été obligé d'envoyer des équipes de pompiers communales pour récupérer des gens qui étaient partis en randonnée en proximité d'une rivière dont on sait qu'elle est chroniquement, susceptible de pouvoir monter en crue assez rapidement et puis générer des problèmes. Donc c'est des choses qui me semblent nécessaires de rappeler. Quand la sécurité civile et quand la présidente du gouvernement décide d'activer les phases de stade d'alerte cyclonique, ce n'est pas pour rien. On n'est plus dans des systèmes de vigilance météo, on est sur un créneau ou en tout cas un dispositif à mon sens supérieur qui nécessite que chaque Calédonien prenne avec le plus grand sérieux ces stades d'alerte. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Cameron Diver, j'aimerais juste vous donner le mot de la fin pour qu'on finisse sur le Vanuatu. C'est une journée spéciale Vanuatu sur notre antenne. On voit les images, les informations s'accumuler. Qu'est-ce que j'allais dire ? Vous espérez qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour le Vanuatu pour qu'il se reconstruise le plus vite possible ? Le Vanuatu aura besoin d'assistance et d'accompagnement sur le long terme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent on a une attention particulière sur l'événement immédiat et ses conséquences immédiates, mais lorsqu'un pays a subi des dégâts aussi importants que le Vanuatu et lorsque des populations ont subi ces mêmes dégâts, ils ont besoin, au-delà d'un effort immédiat qui dure 2 semaines à 3 semaines, d'un accompagnement sur le long terme. C'est l'un des rôles de la CPS en tant qu'organisation internationale implantée dans le Pacifique, d'être là en permanence et d'apporter son expertise. Et l'un des rôles que l'on joue également, c'est d'essayer de fédérer autour de nous, avec d'autres organisations dans le Pacifique, un effort de la communauté internationale qui se concentre non seulement sur cette première phase de réponse, mais également sur la reconstruction dans une première, deuxième et troisième phase pour que progressivement on assiste les populations à retrouver une vie qui est plutôt normale, qu'on aide le gouvernement du Vanuatu à reconstruire ses infrastructures et surtout qu'on aide les gens à reconstruire leur vie parce qu'au-delà du côté infrastructure, les arbres qui sont abattus, les routes qui n'existent plus, etc., le plus important derrière, c'est les gens qui subissent tout cela au quotidien, qui n'ont pas beaucoup pour commencer. Et donc, la réponse de la communauté internationale doit être une réponse dans la durée pour que ces gens-là puissent reconstruire leur vie et leur pays à leur rythme et en fonction de leurs priorités, qu'on ne plaque pas quelque chose sur le Vanuatu qui a été utilisé ailleurs, parce que souvent c'est là où on induit le pays en erreur et où l'aide internationale est la moins efficace. Le message est passé. J'en profite pour rappeler que tous les dons sont les bienvenus encore à la Croix-Rouge. Les dons financiers, il manque pour l'instant. Et les dons en temps, n'hésitez pas, bénévole d'un jour, ça peut aussi être votre contribution, chers auditeurs. Voilà, et je précise même que le doc de Montravel est ouvert demain samedi pour ceux qui n'auraient pas pu prendre un petit peu de leur temps cette semaine. Voilà, ce débat est terminé. Il sera rediffusé dimanche à 17h. Vous pouvez également le réentendre sur notre site internet www.ncpremière.nc. Bon après-midi à tous sur nos antennes.